Salut Laurent, eh ben, un grand merci pour ton accueil déjà chez toi. Enfin, tu auras le temps de nous raconter un peu où est-ce qu'on est. Tout d'abord, si tu veux bien te présenter, voilà, qui tu es dans le judo en tant que voilà. Ok, donc Laurent Mathieu, j'ai 52 ans. Je suis le directeur sportif du club de Flamme Maroc. Je donne des cours, je m'occupe de la communication. Voilà, c'est une fonction très élargie, on va dire. Ouais. Je suis également le fondateur du site alljudo.net que j'ai créé en 2006, qui existe toujours. Ouais. Et puis à côté de ça, j'ai une activité professionnelle dans le domaine de la communication. Communication du coup liée au judo ou cette fois-ci c'est un peu en dehors de… Non, c'est en dehors du judo. Je fais de la prestation dans le domaine de la création de sites internet notamment. Ouais. Après, certains de mes contacts et de mes clients et de mon réseau, ça vient du judo. D'accord. Voilà. Ok. Et alors, toute première question, j'aime bien demander ça souvent. Comment toi, tu as mis un pied dans le judo? Ça s'est passé comment? C'était quoi ta rencontre avec cette discipline? Ma rencontre avec le judo, j'ai commencé à 6 ans à Lyon, dans un club qui s'appelle le Judo Club Croix-Roussien. D'accord. J'étais un enfant assez turbulent, en tout cas, qui avait beaucoup d'énergie. Et je crois que ma maman lui a parlé du judo et voilà, ça s'est fait comme ça. Ouais. Et puis, ça a été tout de suite une passion, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Toi, tu as accroché tout de suite? Ah, immédiatement, ouais. Donc, tu n'as jamais arrêté? J'ai arrêté une année, l'année où j'ai passé le bac. Bon, plus de la fainéantise vraiment que des raisons scolaires. Et voilà, puis après j'ai repris, je pense que les années où j'ai le plus pratiqué, c'est quand je suis rentré à l'université, à la faculté des sports. Ouais. Voilà, c'est là où j'ai le plus pratiqué pour progresser. J'étais un compétiteur lambda, mais j'étais vraiment passionné, je faisais d'autres sports en même temps et voilà. Et là aujourd'hui tu es enseignant, à quel moment tu as découvert l'enseignement dans ce parcours de judoka, voilà, qui tout de suite a été passionné? Ça s'est passé comment? Donc moi je suis rentré à la faculté des sports qui s'appelait l'UFRAPS à l'époque, je crois en 1991. Ok. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à donner des cours de judo dans des petits clubs. Et puis j'ai passé mon brevet d'état de judo dans ces années-là, je ne me rappelle plus exactement en quelle année. Donc voilà, à partir d'une vingtaine d'années, j'ai commencé à donner des cours un petit peu. Puis après, quand j'ai fini mes études, j'ai été prof de judo à plein temps pendant quelques années. Ouais. Et ensuite, j'ai démarré une carrière dans le domaine de la communication vers l'âge de 30 ans. Et j'ai toujours continué à enseigner le judo. D'accord. Et voilà. Là, c'est pareil, l'enseignement, dès le départ, tu as vraiment bien accroché ou c'est un peu par habitude ou que tu as développé? Alors, je suis beaucoup plus passionné de l'enseignement maintenant que ce que j'ai pu l'être à l'époque. Ouais. À l'époque, c'était alimentaire. Voilà, je n'ai pas honte de le dire. Et puis, c'était aussi dans le domaine de ma passion, dans le domaine de ce que j'aimais, un environnement dans lequel je me sens à l'aise. Mais le fait d'enseigner, à cette époque-là, j'étais plus intéressé par entraîner des compétiteurs, des cadets, des juniors, même des minimes. Mais maintenant, j'aime enseigner. D'accord, oui, tu fais la je dirais que maintenant, l'aspect compétition du judo, j'aime regarder les compétitions de judo, mais préparer des judokas pour la compétition, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Donc du coup, sur toutes ces premières années, avec ce goût un peu pour entraîner, tes profs, et après ensuite en parallèle de ton boulot communication. Voilà. Donc ça, tu fais différents lieux, tu restes toujours au même club. Donc mon parcours en tant que licencié, j'ai été pendant de 6 à 18 ans au judo club de Croix-Roussien. Ouais. Okay. Ensuite, j'ai été licencié, je pense, 1 an ou 2 au CS Doha, qui était le club du campus, qui était un club un petit peu particulier en fait, où on venait, on payait une licence et c'était tout. Et on avait accès aux entraînements. Ah d'accord, ça c'est un peu pour les étudiants d'ailleurs. Voilà, c'était un club universitaire, voilà, un club universitaire. Et puis ensuite, j'étais licencié au Judo Club Est-Lyonnais, donc qui est une entente de clubs sur l'est de Lyon. D'accord. Et je suis devenu prof dans l'un de ces clubs, à mes yeux. Et j'y suis resté longtemps, je sais pas, peut-être 10 ou 15 ans, je sais pas. Et ensuite, j'ai quitté Lyon, j'ai déménagé dans l'Ain. Donc c'est à 1 heure de Lyon à peu près, et j'étais enseignant dans un club qui s'appelle le Judo Club de Polia, et qui depuis est devenu Bresse-Saône Judo, je crois, qui est une entente de club
Je le cite parce qu'il y a une équipe qui fait du bon travail. Super, on les salue. Voilà, et avec un modèle de fonctionnement de club en milieu rural, en fait, qui n'est pas forcément le plus répandu. Ouais. Et voilà, ils réussissent à faire grossir les effectifs, à avoir des résultats en compétition. Donc voilà, ouais. Je fais une toute petite parenthèse sur mon parcours. Avec plaisir. Je voudrais rendre hommage à certains enseignants. Oui. J'aurai peut-être pas l'occasion de le faire plus tard au cours de l'interview. Donc, mon premier prof s'appelait Gérard Tinet. Donc ça, c'est celui que tu as eu de 6 à 18 ans? Alors, au sein du club, j'ai eu Gérard Tinet, ensuite j'ai eu Pierre Blanc. Okay. Alors Gérard Tinet, c'était un prof, je pense, qui pour l'époque avait des méthodes assez novatrices, et j'ai découvert beaucoup plus tard qu'en fait il avait participé à la réalisation des premières versions de la progression française de judo, dans laquelle justement pour la première fois on intégrait du jeu dans la pédagogie, etc. C'était très novateur. Alors moi j'étais enfant, je m'en rendais pas compte. Ouais. Et puis un jour, lorsque j'ai eu accès à la progression française en tant qu'enseignant, j'ai regardé les gens qui l'avaient composé ou qui avaient participé. J'ai vu que lui était dans les gens qui avaient participé. Alors certainement qu'ils avaient un panel de professeurs à l'époque qui étaient intéressés pour participer à ce projet, et il en faisait partie. Donc ça fait partie de mon parcours. Ensuite j'ai eu Pierre Blanc quelques années qui maintenant, enfin non maintenant c'est plus lui, mais qui s'est occupé pendant plusieurs années de l'école des cadres à Lyon, qui est un très bon prof de judo, 6e ou 7e dan, très bon technicien. Ensuite au CS Doigt, j'ai eu un professeur, on va dire professeur-entraîneur assez atypique, qui s'appelle Daniel Ray, qui était également le professeur des sports de combat au sein de la fac des sports. Okay. Et qui était également l'enseignant sur la pédagogie au sein de l'école des cadres à Lyon, et qui est quelqu'un de vraiment très intéressant sur l'aspect enseignement des sports de combat. Voilà, lui il m'a vraiment imprégné. Et puis voilà, puis au sein du club où j'étais, il y avait Daniel Mestre, qui était Daniel Mestre, lui m'a donné une autre vision. C'était quelqu'un qui était très investi dans le sambo. Et j'ai également fait du sambo à un petit niveau, mais il n'empêche que ça fait partie de mon bagage, et c'est aussi une ouverture sur les sports cousins qui fait partie du judoka que je suis. Voilà. Ouais. Merci de la précision, parce que je suis sûre qu'au cours de l'interview et quand tu nous expliqueras aussi ce que tu as monté ici, je comprends qu'effectivement le background, comme on dit, en tout cas le parcours, ça compte dans ce qu'on devient après. Quand exactement, c'est pour ça que j'en parle, pas spécialement pour parler de moi, mais voilà, pour dire un petit peu quelles sont mes influences et ma vision du judo. Ok, donc on arrive. 2006, c'est la création d'All Judo, c'est bien ça? 2006, c'est la création d'All Judo. Donc ça, All Judo, c'est dingue, parce que moi, pour être très honnête, je vais te dire pour anecdote, j'ai mis longtemps à me dire, mais en fait, il doit y avoir quelqu'un derrière All Judo. Parce que c'est tellement une référence. Enfin, je veux dire, on va tout le temps, tu regardes sur All Judo, tu regardes sur All Judo, qu'on a l'impression que le site, il est juste là, qu'il y a juste tout dessus. Et on oublie qu'il y a quelqu'un derrière. Donc, le jour où ça m'a fait tilt, je me suis dit, mais ça, faut aller voir. Bon, un judoka, voilà, qui crée ça. Alors, d'où est venue l'idée? Est-ce que déjà, tu es un créateur d'idées, un entrepreneur à la base? Est-ce que c'était un besoin? Raconte-nous. Alors, l'idée, elle a germé, en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de la communication. Donc, en fait, j'étais professeur de judo à temps plein. J'ai eu le besoin de ne pas continuer à faire que ça, et j'ai fait un congé formation pour me former dans le domaine de la communication. Donc pendant une année, je me suis formé, et dans le cadre de cette formation, il y avait la création de site internet, qui était quelque chose de récent, hein, c'est en 2000. Donc voilà, Internet existait déjà depuis quelques années, mais moi j'étais assez intéressé par le sujet. 2000, c'est quand même le tout début. Et puis en tant que consommateur d'internet, il n'y avait pas grand chose sur le judo à l'époque, et pendant un an j'ai compilé des résultats, je suis allé chercher à droite, parce que même trouver par exemple tout l'historique des tournois de Paris ou des championnats de France, ça se trouvait pas à l'époque sur Internet. Oui, je rappelle à tous les jeunes qui nous écoutent. Oui, voilà. 2000, il n'y a pas YouTube, il n'y a aucun réseau social, YouTube n'existe pas. Google, si ça devait quand même être. C'était les débuts de Google qui étaient un peu l'outsider, parce qu'avant, à cette époque-là, la recherche, elle se faisait par Yahoo et par Lycos, qui étaient des annuaires en fait. Et puis Google est arrivé avec juste une barre de recherche. Et bon, voilà. Vraiment très nouveau. Bon, on va pas changer de sujet, mais. C'est important, parce qu'il faut se remettre à l'époque, effectivement, chercher des infos, on ne se rend pas compte que c'était, si on n'avait pas vu la compète le jour J, c'était compliqué de voir un combat. Hein. Même juste trouver les grands résultats de tous les championnats du monde, des JO, etc., on trouvait l'information, mais de manière un peu éparse. Wikipédia, c'était pas ce que c'est devenu maintenant. Enfin voilà, donc il y avait un besoin, et moi j'ai commencé à compiler des résultats, à aller en chercher de partout, et puis en même temps j'ai appris un petit peu à développer.
Et donc ça a dû me prendre un an et demi. Voilà, j'ai travaillé, j'ai fait un truc dont j'étais fier pour l'époque. Qui s'appelait déjà All Judo? Qui s'appelait déjà All Judo. Ouais. Et puis rapidement, j'ai eu des petits contacts. Je ne sais plus comment ça s'est fait exactement, mais dans le haut niveau, des athlètes qui m'ont dit « Ah, c'est sympa ton site, etc. » Et puis voilà, ça a démarré comme ça, quoi. Et après, une fois que ça a commencé à démarrer, est-ce que tu as toujours gardé ça? Là, par exemple, tu expliquais que tu le faisais aussi lié à tes études. Oui. Est-ce qu'après, tu t'es dit, je vais me lancer totalement là-dessus? Est-ce que c'est resté quelque chose pour toi qui est resté annexe? Alors, tu voyais un peu les choses? En fait, à cette époque, en 2006, moi, j'étais freelance. J'étais prestataire dans le domaine donc de la création de sites internet. Et All Judo, c'était ma vitrine. Et puis, c'est aussi quelque chose qui m'a permis de trouver quelques clients dans le domaine du judo. J'ai fait des sites pour plusieurs gros clubs français. À l'époque, j'avais fait le site de Levallois, j'ai fait Judo Club Maison Alfort. Voilà, bon, ça m'a donné des contacts. C'était ma vitrine aussi, des fois, pour essayer des nouvelles technologies, des nouvelles tendances. Je me faisais la main sur All Judo, quoi. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu une période, je pense entre 2012 et 2014-2015, où là, j'ai rencontré Stéphane Nomis et on a essayé d'avoir une approche plus professionnelle, on va dire. Donc, durant cette période-là, j'ai eu une pigiste qui a travaillé avec moi, qui faisait de la vidéo, des moyens un petit peu techniques aussi pour développer le site. Ouais. Donc, ça a été la grosse période de All Judo, en fait. D'accord. La période où il y avait vraiment le plus de trafic. Le record, je me rappelle, c'était sur un mois de février, parce que le mois de février avec le tournoi de Paris, c'est toujours une période où il y a des gros pics de trafic. Et il y a eu un mois de février où j'ai fait 1 million de pages vues. Voilà, donc c'était énorme. Okay. Ouais. C'était énorme. Et puis, bon, après, voilà, ça n'a pas continué, mais la difficulté dans le judo, c'est de monétiser. Ouais. Voilà, à un moment donné, quand ça prend beaucoup de temps, il faut aussi que ça puisse rapporter de l'argent. Alors, c'est un domaine où c'est pas forcément très facile de gagner de l'argent. Peut-être j'ai pas bien su le faire aussi, et puis j'ai eu d'autres activités, d'autres opportunités. Mais par passion, je continue toujours de l'alimenter, notamment. Alors, puis aussi, il faut dire que à cette époque-là, il y avait une concurrence qui était vraiment moindre. Ah oui, le site de la fédération. Les résultats n'étaient pas mis à jour rapidement, donc moi j'avais les organisateurs, les ligues qui m'envoyaient les résultats, moi je les mettais en ligne le dimanche soir, de demi-finale, tournoi labellisé, etc. Je faisais des articles, je faisais des reportages. Maintenant sur internet on trouve quand même beaucoup plus d'accès à l'info, par exemple l'IJF, ils retransmettent toutes les compétitions. All Judo a perdu l'utilité qu'il avait avant. Mais par contre, ce qui reste sa vraie spécificité, c'est la base de données de résultats nationaux. Parce que sur les résultats internationaux, il y a la base de données Judo Inside qui est plus complète que celle de All Judo. Mais par contre, sur les résultats nationaux, All Judo, elle est unique. Elle est unique. C'est pour ça que je continue de l'alimenter. Ça demande un petit effort, mais bon, j'ai aussi des outils qui me permettent de le faire assez rapidement. Et donc voilà. Alors là, je suis en plein montage de la vidéo et je m'aperçois que j'ai complètement oublié de vous demander de vous abonner. Donc si vous appréciez le contenu de cette interview, pensez s'il vous plaît à vous abonner et puis éventuellement à mettre un petit pouce, ça encourage. Et surtout, ça aide à développer cette chaîne et à produire d'autres vidéos. Donc je me remets au montage. Comme vous pouvez le voir, ça va. Mon bureau du jour est plutôt sympa. Il y a du soleil, un petit café. Et on est reparti. J'ai plein de questions là. T'as balayé d'un coup 15 ans. Bon. Alors je reviens par étapes. Déjà, du début jusqu'à ce que tu rencontres Stéphane Nomis, là tu dis que c'est la belle période. Justement, c'était l'une de mes questions. À quel moment on décide, et aussi parce que moi dans Secret Judoka, je suis dans cette phase de développement, je me dis à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais grossir, ce qui implique prendre une pigiste et tout, ce qui a des coûts. Oui. Entre le moment où on est tout seul et on fait nos recherches toutes seules, et comme tu dis, à un moment donné, les journées, elles sont... Oui. Voilà. Et où on se dit qu'on va se développer. Est-ce que là, c'est la rencontre qui a débloqué ça? Est-ce que c'était une envie qui a provoqué la rencontre, tu vois? C'était un mélange des deux. C'était un mélange des deux, c'est-à-dire que moi, j'avais déjà quelques contacts. Je crois que j'avais déjà commencé un petit peu à travailler, à vendre des espaces publicitaires à Mizuno et à Adidas. Bon voilà, après Stéphane, lui, il a une vision entrepreneuriale des choses et je l'ai suivi. Puis
il était moteur en fait sur les aspects sur lesquels moi je ne le suis pas. Voilà, on va dire sur le développement au sens large, quoi. Ouais, donc tu réponds un peu ma deuxième question, parce que je me disais aussi, comme tu as mentionné le fait qu'à un moment donné, il faut monétiser si on veut y passer ses journées. Toi, tu avais une vision claire, parce qu'il y a différentes façons de monétiser un site ou en tout cas une activité Internet. Tu avais une vision claire là-dessus, ça s'est fait plus à Non, j'avais pas de vision claire et en réalité, j'en ai toujours pas parce que si tu regardes les médias, pour vivre d'Internet, c'est un exercice qui est pas simple, hein. Bon, par exemple, on va prendre l'exemple de l'Esprit du Judo, eux, ils ont toujours le papier. Ouais. Le site web, ils vendent un petit peu d'espace publicitaire, mais je pense pas que. Enfin, alors là, je m'avance. Ouais. Hein, c'est des amis, donc je parle un petit peu à leur place, mais je pense pas que ce soit suffisant pour faire vivre une équipe de journalistes. Et puis après, tu regardes tous les gros médias qui étaient sur des modèles gratuits, ils sont tous passés sur des modèles payants. Ouais, je veux dire, il y a 10-15 ans, la presse, elle a essayé de développer un modèle gratuit. Et puis non, c'est pas possible. Si tu veux avoir accès aux articles, il faut payer. Par exemple, moi, je vais sur le site de l'Équipe. Il y a de moins en moins d'articles gratuits et quelque part, c'est logique parce que, je veux dire, les utilisateurs, ils ont un degré d'exigence qui est pas cohérent. C'est-à-dire qu'ils veulent de l'information gratuite, ils veulent pas de bannière pub, ils veulent pas de cookies. Ils veulent pas qu'on leur envoie de newsletter, mais à un moment donné, il y a des gens qui travaillent derrière. Il y a des gens qui travaillent et donc à un moment donné, voilà. Alors soit on diminue la voilure, on dit je continue à faire un petit truc amateur, ce qui est mon cas, et puis voilà, puis c'est bien et moi ça me suffit. Mais si on veut passer au-dessus, à un moment donné, il faut que l'utilisateur il paye. Par exemple, sur la période 2014-2015, nous on a lancé une application qui s'appelait Judo Pro, qui était une application payante, qui était destinée justement à produire des contenus de vidéos, actualités, etc. Et puis, le modèle, ça n'a pas fonctionné, quoi. Ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ça me fait penser à une autre question. Donc après, tu dis, plus ou moins, si j'ai bien compris, après 2015, tu repars un peu sur le mode peut-être, voilà, comme tu dis, amateur. Toi, tu appelles ça comme ça. C'est drôle parce que nous, quand on va sur le judo, c'est vraiment la référence en France. Alors, c'est pas du jour au lendemain où j'ai décidé. En fait, je suis arrivé ici au Maroc en 2016. J'ai continué à m'occuper de haut judo, mais j'avais aussi moins de temps pour le faire. D'accord. J'étais aussi, avant, je couvrais pas mal de compétitions en France. J'allais sur les championnats de France junior, j'allais sur les championnats de France deuxième div. Tu te déplaçais toi-même? Ouais, je me déplaçais. Moi, parce que c'était l'une de mes questions. Comment tu as accès à toute cette info aussi rapidement? C'est vraiment des humains qui sont... Parce que je me dis, de toute façon, il a un logiciel qui va attraper tout ce qui existe sur la toile, parce que c'est hyper rapide et il y a tout. Alors, sur la partie info, maintenant, même sur la partie résultat, je ne suis plus le plus rapide. Après, je vais chercher l'info sur Internet. Ou à l'époque, j'avais pas mal de gens qui m'envoyaient des résultats. J'en ai encore qui le font, qui m'envoient des résultats. Ou j'ai aussi des gens qui me disent, vous n'avez pas référencé tel tournoi qui n'est pas un tournoi labellisé. Et je leur dis, trouvez-moi les tableaux, envoyez-les, puis on va les traiter. Donc, donc c'est vraiment manuel, c'est du boulot, parce que je trouve qu'il y a une exigence dans ce domaine-là, c'est le timing, c'est-à-dire que publier un résultat 3 semaines après, c'est plus la peine. Et c'est une exigence au niveau du temps donné, non? Après, comme je te disais, j'ai des outils qui me permettent de le faire assez vite. D'accord. De le faire assez vite. Donc, et en fait, la particularité, c'est que quand moi je mets en ligne des résultats, ça met à jour les fiches de résultats des athlètes. D'accord. Ça se fait en une seule manipulation, en fait. Je récupère un PDF de résultats, tableau de résultats. Et derrière, j'ai des scripts, des petits logiciels, on va dire, qui vont me permettre de rentrer tout ça dans la base de données. Alors, il y a quelques manipulations à faire, mais voilà, ça se fait comme ça. Et après, il y a un moment donné, tu as précisé donc, que le judo était encore plus ou moins le numéro 1 en France, mais pas forcément international. Justement, comment tu as choisi au niveau de l'info, enfin, ce que tu voulais que All Judo soit? Est-ce que dès le début, tu voulais que ce soit national sur des résultats compètes? Parce que c'est plus large que le résultat compète quand même. Il y a des articles, il y a pas mal de choses. Oui. Donc, comment tu as construit un peu la vision que tu avais pour ce site que tu voulais partager avec les judokas? Au départ, pour moi, All Judo, c'était d'essayer d'en mettre le maximum. Parce qu'il n'y avait rien. Ouais. Et puis après, il y a des secteurs sur lesquels il n'y a pas un grand intérêt à ce que je sois présent, vu qu'il y en a d'autres qui le font. Et qui le font peut-être sur certains trucs mieux que moi. Donc voilà. Alors après, à un moment donné, j'étais assez bon sur les brèves.
Alors ça, c'est des contacts que j'ai noués au fil du temps, hein, des gens qui me disent tiens, il y a une petite info, je te la passe, est-ce que tu peux la sortir, enfin, ou même pas est-ce que tu peux la sortir, mais voilà, je te donne l'info. Voilà, il y avait un truc aussi qui a très bien marché à une époque, c'était un peu nouveau, et je sais que le terme, il a heurté certaines sensibilités, c'était les mercato judo. Parce que le terme mercato, il renvoie au football, à l'argent, et dans le judo, il y a des gens qui n'aimaient pas ça, mais ça faisait beaucoup de vues, c'est-à-dire c'était les petites rumeurs, tel athlète va partir dans tel club, etc. J'ai quelques athlètes des fois qui n'ont pas trop apprécié que je sorte ce genre d'infos. Bon, je m'excuse auprès d'eux, c'était un peu le jeu, hein. Moi j'avais les infos. Si elles arrivent jusqu'à moi, c'est qu'il y avait d'autres personnes avant moi qui avaient parlé. Hein. Faut pas croire, des fois même les clubs, ils sont contents de dire ouais, on est en train de recruter un tel ou un tel. Donc voilà, ça fonctionnait bien. Et puis après, il y a eu, alors là, c'était vraiment, par contre, une volonté. C'était, moi, j'ai pas apprécié, enfin, peut-être pas le mot apprécié, mais l'équipe fédérale de Jean-Luc Rouget, notamment les dernières années, les 2 derniers mandats, ce qu'ils faisaient, etc., ça allait à l'encontre de ce que je pensais bénéfique pour le judo. Et j'ai souvent été un peu virulent, hein, même contre les entraîneurs nationaux, etc. C'était pas contre eux, mais voilà, un certain nombre de choses qui étaient sur lesquelles il fallait appuyer. Et je crois que j'étais pratiquement le seul à le faire. Alors maintenant, vraiment à partager ta vision de... ouais, à attaquer, hein, des fois, à attaquer, ouais, à dire que ça me plaisait pas, ou à souligner des trucs. C'était pas impartial, hein, c'était pas impartial. Alors des fois, il y a des gens qui m'ont fait ce reproche, hein, en tant que journaliste ou en tant que média, mais moi je me considère ni comme un journaliste ni comme un média. Finalement, je suis un artisan du web. J'ai développé un site, et si j'ai envie de dire un truc dessus, je le dis. Sûr. Mais je l'ai toujours fait parce que dans mon fort intérieur, j'étais vraiment persuadé que ce qui se faisait, ça n'allait pas, quoi. Et voilà, donc ça a aussi servi un petit peu à ça. C'était au judo, on m'a souvent dit que j'étais anti-fédé. Non, j'étais plutôt anti les gens qui étaient en place. Ce qui se faisait et ce qu'ils proposaient. Ok. Et ok, donc ça c'est hall judo. Le hall est important. Donc. Le hall est important, ouais. Alors avec le temps, alors je ne le fais pas parce que techniquement et du point de vue du référencement, ça poserait quelques problèmes. Mais je préférerais qu'il s'appelle halljudo.fr puisque finalement c'est un site français. D'accord. Voilà. Petite parenthèse. Et d'ailleurs, pour continuer la parenthèse. Toi, tu dis que tu l'as gardé maintenant en tant qu'amateur et plus par goût. Voilà. Mais tu es toujours dans les 2 premiers liens qui sortent quand on cherche quelque chose en judo. C'est vrai qu'au judo, ça apparaît toujours. Tu as un référencement qui est. Alors, j'ai un bon référencement. Après, bon, ce qu'il faut savoir sur le référencement, je fais une petite parenthèse, une deuxième parenthèse. Je fais beaucoup de parenthèses en fait. C'est plus un site il est gros, plus il a quand même des chances de sortir haut dans les résultats de recherche. Donc, un site avec 10 pages, il a moins de 100, voilà, et l'ancienneté, il a moins de chances de bien sortir qu'un site qui a des milliers de pages. Mais c'est cool, ça donne une bonne référence. Voilà. En tout cas, pour nous utilisateurs, c'est pratique. Ok. Et ok, et donc. Je voudrais dire un dernier truc aussi sur le judo, c'est que pour moi, le judo, maintenant, il y a aussi une dimension participative, même si beaucoup de choses se font sur les réseaux sociaux. Mais quand les gens m'envoient un communiqué de presse, quand les gens m'envoient des résultats, quand les gens m'envoient un tournoi publié dans le calendrier, etc., je le fais et je le fais vraiment de bon cœur. Et il y a même, en s'inscrivant sur le site, on peut faire certains trucs. Par exemple, on peut être administrateur de sa fiche judoka et remplir des infos, rajouter quelques résultats, etc. Et c'est une vocation du site aussi qui pour moi est importante puisque finalement, ce site, il m'appartient, mais quelque part, il est partagé. Il est partagé. Il y a peut-être des gens, des utilisateurs qui vont plus souvent sur le site que moi. J'en connais un ou deux qui me font souvent remonter. Ils me disent tiens, là, il y a telle fiche en doublon. Là, il y a une erreur sur telle page de résultats. Et voilà, donc c'est intéressant le fait que la communauté des gens qui vont sur le judo participe. Voilà, on lance l'appel, puis on pourra peut-être mettre le lien en dessous précis par exemple, sur les domaines où on peut remplir sa fiche. Ouais, pourquoi pas. Puis il y a des gens aussi qui me contactent via Messenger, qui me demandent de faire des choses. Je leur réponds pas toujours. Je les oublie pas de publier des résultats, etc. Si je le fais, c'est que je n'ai pas le temps ou je prends pas le temps de le faire. Mais leurs demandes, elles sont dans une to-do list, voilà, de choses à faire. D'accord. Bon, super.
Et ok, donc là, on arrive au Maroc. Donc, tu continues le judo comme tu viens de l'expliquer. Oui. Et alors, raconte-nous cette aventure au Maroc. Donc là, moi, je pense que ça ne se verra pas à l'écran, mais moi, juste derrière toi, je vois Jigoro Kano sur, je ne sais pas, c'est peut-être presque 5 mètres de haut. Une immense, on la montrera à l'image. Un magnifique dojo. On est en hauteur, on a vu sur le dojo. Il est magnifique. Voilà, raconte-nous un peu ce projet, ce que tu y fais. Le projet, ce qui te tient à cœur aussi. Voilà, moi au départ, j'étais pas forcément à l'origine du projet, mais je suis arrivé au moment où le projet démarrait, pardon. Et puis, je me suis impliqué dedans en tant que prof, et puis je me suis occupé de la communication. Voilà. Donc c'est 2016, tu as dit, c'est ça? Alors 2016, on a initié le projet, mais en fait, le bâtiment ici, il était brut. Il n'y avait même pas l'électricité, pas la plomberie, donc il y a eu un an et demi de travaux. D'accord. Et puis on a démarré les cours, et voilà, on a fini la première saison après avoir démarré en retard, c'est-à-dire qu'on a raté la rentrée de septembre. On a dû finir à 80 adhérents. Wow. Donc, adhérence, tu commences quoi? Baby judo, ça se passe comment pour les inscriptions? Donc, baby judo jusqu'à cette année, c'était à partir de 4 ans. Ouais. Et cette année, les 4-5 ans, ce sont les éveils. On fait des cours de judo avec les 3 ans, avec un mode de fonctionnement qui est particulier. En fait, les années précédentes, ça arrivait quelques fois sur l'insistance des parents qu'on prenne des enfants de 3 ans. Et à chaque fois, ça ne s'est pas très bien passé. Et donc, on s'est dit, si on le fait, on va proposer quelque chose de spécifique pour eux. Donc, on fait des séances de 45 minutes. C'est le seul cours où les parents restent à l'intérieur. D'accord. En fait, nous, on ne gère pas les à côté. C'est-à-dire que si l'enfant ne veut pas monter sur le tapis, des fois, ça arrive. Ils veulent rester dans les bras de maman. Donc, voilà. S'ils veulent sortir du tapis pour boire, pour aller aux toilettes, même des fois faire une petite pause. Alors nous, on donne le rythme des pauses, mais on n'a pas d'exigence autre que d'animer une séance. Et les enfants, ils font des petits va-et-vient sur le tapis. Puis il y a des samedis, moi j'y suis sur les cours de baby judo, j'y suis le samedi matin, le samedi après-midi. Je ne suis pas là sur les autres créneaux de la semaine. Il y a des samedis où un enfant, il fait toute la séance, il est bien, puis le samedi d'après, il est un peu fatigué. Donc voilà. Et ce fonctionnement, il fonctionne bien avec eux. Et puis et on fait de la motricité. Un petit peu dans la motricité, on intègre l'apprentissage des chutes et des petites situations d'opposition. Super. Pas d'éléments de technique. D'accord. Voilà. Super. Et donc là, je reviens là parce que c'est moi qui t'ai un petit peu coupé. Mais tu disais première année, donc en démarrant en retard, vous êtes arrivé à 80 inscrits. Donc dès 4 ans à ce moment-là. Voilà. Et puis, alors l'année suivante, donc la première saison, c'est 2017-2018. L'année suivante, 2018-2019, on a dû monter à 120, je pense. 2019-2020, l'année, elle s'est arrêtée en février à cause du Covid. Donc, club fermé, on était à 120. À 120 en février, sachant qu'ici, par rapport à la France, il y a beaucoup de gens qui viennent s'inscrire en cours d'année. Il n'y a pas encore forcément cette habitude d'inscrire les enfants à leur activité en septembre jusqu'à la fin d'année. D'ailleurs, à l'époque, maintenant on a arrêté, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup ici, c'est les abonnements au mois. Ah oui. Et nous, on a imposé ça, de dire on essaie de faire quand même une saison complète parce que y a de l'apprentissage, il y a des passages de grade qui se font en fin de saison, etc. Donc ça nous a coupé en 2020 à 120. L'année 2020-2021, c'est une année finalement qui a été une bonne année. On a dû finir, je crois, à 150, 160 adhérents parce que on n'a pas été fermé en fait. Les clubs de sport n'ont pas été beaucoup fermés au Maroc, mais par contre, il y avait quand même un environnement qui était assez anxiogène et beaucoup d'adhérents qui ne sont pas revenus. Et puis aussi un environnement économique. Marrakech est une ville très touristique qui a été impactée. Et des gens qui, à un moment donné, quand les finances sont difficiles, les loisirs, c'est ce qu'on stoppe en premier. Et puis voilà, puis là, pour cette saison, donc 2021-2022, on a redémarré avec une petite difficulté, c'est que paradoxalement, les clubs de sport étaient fermés en août-septembre. Donc en septembre, vu qu'il fait beau, nous on a mis les tatamis dehors. Tous les jours, on sortait les tatamis. Donc ça a permis comme ça de reprendre un peu les adhérents de l'année dernière et qui ne partent pas sur d'autres disciplines. Et puis on a vraiment démarré fin septembre, début octobre. Et voilà, là actuellement on est 250. Ah oui, ça a largement augmenté cette année. Donc là on a bien augmenté. Avec la perspective, il reste encore quelques mois.
donc de faire encore quelques adhérents. Donc pourquoi pas arriver à 300. Et là, donc maintenant, on a des 3 ans, et ça va jusqu'à au Maroc, la pratique adulte, par exemple, elle est très développée, ado, comment ça se passe? Alors nous, au sein du club, les adultes, c'est un petit peu comme en France. Enfin non, c'est différent, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de compétiteurs, mais souvent les compétiteurs, ils sont plus tellement présents dans leur club. Enfin, dans les clubs formateurs, ils sont présents dans les gros clubs, mais dans les clubs formateurs, généralement, c'est plus difficile. Et donc nous, on a un cours d'adultes loisirs qui tourne à une dizaine, quinzaine de personnes, voilà. Ça dépend des soirs, ça dépend des matchs de Ligue des Champions et voilà, des paramètres extérieurs. Et puis, par contre, on a beaucoup de... Alors ça, je pense, c'est quelque chose qui n'existe pas trop en France. On a beaucoup de minimes, beaucoup de minimes, donc des pré-ados débutants. Ah oui. Ouais, on a un cours qui est très fourni. Et ça depuis plusieurs années, en fait, des ados qui viennent démarrer le judo et qui accrochent à l'activité. Super. Voilà. D'accord. Et du coup, alors, parce que tu disais, tu as dit en début d'interview que maintenant tu aimais enseigner. D'ailleurs, c'était intéressant de faire la distinction entre entraîner et enseigner. Oui. Sur ce club et la façon dont tu gères les cours, je ne sais pas si tu as d'autres profs avec toi, etc. Comment, je ne sais pas si on peut parler de projet pédagogique ou éducatif. En tout cas, c'est quoi ta vision que tu essayes de transmettre à ces jeunes? Alors, on peut parler de projet, puisqu'il y a quelque chose qui est formalisé au niveau des cours. Alors, il y a bon, j'ai rien inventé, je veux dire, la progression française, ça existe depuis des années, mais nous, en interne, voilà, on a des plannings par cycle, on découpe l'année en 5 cycles, avec des techniques, des situations d'apprentissage, et aussi des objectifs et une manière d'enseigner le judo et d'intéresser les enfants au judo selon les tranches d'âge. Et cette année, pour la première fois, parce que les effectifs le permettent, on a resserré les cours en collant aux vraies catégories d'âge. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, on avait des cours 7-10 ans parce qu'on avait besoin d'avoir un petit peu de monde sur le tapis. Mais maintenant, donc, on a les 3 ans, après on a les éveils, après on a les mini-poussins, après on a les poussins, benjamins, minimes. Wow. Et l'année prochaine, va se poser la question, on va avoir certains de nos minimes qui vont devenir cadets, donc de voir comment eux, on va les intégrer avec un cours d'adultes loisirs qui n'ont pas forcément un niveau technique plus élevé. Bon voilà, on aura une petite réflexion à avoir sur cette tranche d'âge. D'accord. Voilà. Et là, donc, tu enseignes seul, tu as des profs avec toi, tu as des gens formés, comment ça se passe? Donc, alors bon, il y a plusieurs choses à discuter. Alors, je vais te donner les choses dans l'ordre. Donc, je ne travaille pas seul. Oui. J'ai un professeur avec moi depuis 3 ans qui s'appelle Ralid, qui est un petit peu mon point d'appui au sein de l'équipe. Alors, je te coupe une mini-seconde, mais on n'oublie pas le fil. Mais ce Ralid, par exemple, toi, tu arrives ici, comment tu l'as rencontré? Est-ce que tu as dû le former? Est-ce que c'est un judoka marocain déjà prof? Donc, lui, il était déjà prof. Son papa était prof déjà. Et lui, à titre personnel, il s'était intéressé à comment enseigner le judo. D'accord. Et donc voilà, parce que ici, les profs sont pas formés et la manière d'enseigner le judo, elle est tirée en fait. On enseigne le judo de la manière dont on l'enseigne aux adultes. Et donc voilà, il y a pas forcément. Il n'y a pas de réflexion sur. Ou peut-être parfois des éléments qui sont piochés un petit peu comme ça, mais c'est pas quelque chose de construit. Alors après, je connais pas tous les profs du Maroc et je veux pas que mes propos soient négatifs, mais de ce que j'ai pu voir, voilà, c'est un petit peu ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de structure il n'y a pas de diplôme à passer, il n'y a pas de formation pédagogique pour être enseignant. Voilà. Okay. Moi, à titre personnel, mon bagage. Donc, déjà, j'ai un cursus dans le domaine du sport universitaire. Et ensuite, l'école des cadres à Lyon, c'était 2 années de formation avec des cours tous les week-ends, de la pédagogie, de la connaissance de l'environnement du judo, de l'enseignement technique, de l'enseignement des katas. Donc, voilà. Je ne dis pas ça pour me vanter, c'est juste pour dire l'écart qu'il peut y avoir. Exactement. Voilà. Et donc, j'ai ce prof avec qui je travaille, j'essaye de lui amener des éléments pour qu'il progresse. Je suis curieux pour ça. Voilà, et puis après, l'année dernière, on a eu une prof avec nous, pareil, j'ai essayé de lui permettre d'évoluer. Là, cette année, on a d'autres profs qui viennent avec nous, donc pareil, j'essaye petit à petit de les amener sur mon projet, sur mon projet pédagogique. Donc, maintenant, je vais te dire un petit peu comment je vois les choses. Oui. Donc pour moi, le projet, c'est de faire aimer le judo. D'accord. Ma priorité, c'est ça, c'est de faire aimer le judo. Moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid de me dire que je vais former un champion. Ouais. Déjà, je pense qu'un champion, à la base, il y a des éléments
que tu maîtrises pas, c'est que c'est un champion. Je pense que Teddy Riner, il aurait démarré le judo dans un autre club. Il y avait de grandes chances qu'il soit également devenu un champion. Donc, dire qu'on va orienter son enseignement pour former des champions, ça ne me paraît pas être une bonne vision des choses. Pour moi, les étapes, c'est de dire on fait aimer le judo. Et faire aimer le judo, c'est revoir sa manière d'enseigner. C'est-à-dire, faut rendre le judo ludique, faut rendre le judo joyeux. Alors, ça ne veut pas dire que je veux qu'il y ait du bazar sur le tapis, etc. Je suis assez exigeant sur tout ce qui touche à l'attitude. Ouais. Parce que pour moi, ça fait aussi partie des choses qu'on doit enseigner dans le judo. Ouais. Et je pense que les enfants, ils aiment ça aussi. Oui. Donc voilà, c'est pas antinomique. Une fois qu'on les a fait aimer le judo, la deuxième étape, c'est de leur faire aimer, c'est leur donner le goût de l'effort. Ouais. Voilà. Mais ça, tu peux le faire à travers le jeu, tu peux le faire à travers les défis. Tu montes un petit peu dans les tranches d'âge. Quand ils arrivent poussin, benjamin, tu commences à faire des petits challenges, ce genre de choses. Et puis, une fois que tu as ça, que tu as la passion, que tu as le goût de l'effort, c'est là où peut-être on peut commencer et puis que tu as des gens qui sont bien éduqués, à qui tu as donné des bases de judo. Nous, on travaille beaucoup les bases. Le kumikata, la posture. Déplacements, des choses comme ça. Déplacements. Chez les petits, on utilise des mots comme shizontai, jigotai, taisabaki. Ils les retiennent, il ne faut pas croire. De la même manière qu'ils retiennent maté, etc. Ils imprègnent vite. Donc, et ça, c'est leur base, en fait. Une fois qu'il y a ces bases-là, on peut les faire progresser, aller plus loin dans la technique, dans l'exécution du geste, peut-être donner des petits éléments pour progresser en compétition. Puis après, s'ils sont bons, il y a des gens qui savent très bien faire ça. Je veux dire, au Maroc, en France, maintenant il n'est plus là, mais il y avait Christian Chaumont qui était directeur technique national du Maroc. Il a montré de nombreuses fois en France que quand on lui donnait un jeune avec du potentiel, il savait quoi en faire après. Et puis voilà, puis après, ici on a des enfants aussi qui sont franco-marocains, ou voilà, à un moment donné, s'ils doivent aller dans des structures en France, après il y a des gens qui savent bien faire. Et j'ai eu l'occasion de poser la question à Larbi Ben Boudaoud il n'y a pas très longtemps. Je lui ai demandé, lui, en tant que directeur de la haute performance, quelle était sa vision sur la formation, sur ce qu'il attendait. Et il disait, moi, ce que j'attends, c'est d'avoir des judokas qui sont bien formés, à la fois techniquement et à la fois au niveau de leur moralité, au niveau de leur état d'esprit. Ouais. Donc voilà, moi, si un jour je dois former un champion, ce sera par ce biais-là. Ouais. Ce ne sera pas en les mettant à la muscu trop tôt, en leur faisant faire du judo intensif très tôt. Après, il y en a qui le font et avec qui ça marche. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai envie d'amener au judo. Et là, juste pour précisément là-dessus, ça m'a fait penser à une question. C'est toi, de ton point de vue, justement, la bascule vers peut-être un gamin qui aurait envie d'aller plus vers la compétition, ce serait vers quel âge que ce serait pertinent? Moi, il n'y a pas de bascule, en fait. Nous, on propose. Alors ici au Maroc, c'est pas comme en France, il y a beaucoup moins d'opportunités de faire de la compétition. Okay. Mais quand il y a des opportunités, nous, on les propose, on les force pas. Et puis, je fais attention à relativiser la notion de victoire et de défaite parce que perdre au judo, ça fait pas plaisir. Enfin, je veux dire, tu sais, quand tu es enfant, que tu vas à une compétition, que tu te prends 2 hippons en 30 secondes, c'est difficile, ça fait mal. C'est un peu humiliant, tu as le regard des parents, tu as le sentiment d'avoir déçu un petit peu tout le monde, donc il ne faut pas trop appuyer là-dessus. Et pour moi, à la limite, un enfant qui est en échec en compétition, je préfère le retirer un petit moment de la compétition, qu'il y retourne après quand il aura plus de chances de gagner, parce que perdre au judo, c'est pas pareil que de perdre en natation ou au ping-pong, tu vois. Ouais, tout à fait, ça, c'est vrai. On l'a vécu, tu sais, quand tu fais une compétition, que tu t'es pris 2 gamelles, t'as pas trop envie d'y retourner, quoi, tu vois. Donc, puis en plus, moi, je rajoute souvent à ça, en plus, quand en plus on s'entend dire, enfin pour les petits, qu'en plus on devrait savoir perdre et que c'est pas la peine d'être vexé parce que nanana. Ouais. Moi, je me dis c'est difficile parce que même moi, en tant qu'adulte, la défaite, en fait, je la gère pas dans les 5 minutes qui suivent. Bien sûr, Donc, y a un moment, comme tu dis, c'est normal de ressentir je sais pas si c'est une humiliation, en tout cas, cette difficulté d'être pris un hippon dans le dos, d'avoir perdu parfois en 5 secondes. C'est ça. Donc moi, je n'analyse pas le judo par le prisme de la victoire ou de la défaite. Et même un enfant qui est bon en compète,
j'en vois, hein, tu as des enfants, ils sont naturellement plus agressifs que les autres, plus puissants que les autres. Faut pas les idolâtrer, au contraire, il faut les faire vite redescendre de leur piédestal et les obliger à les creuser, à essayer de gagner avec le judo, à leur faire voir que il y en a d'autres et à un moment donné, il va tomber sur un plus agressif, un plus puissant que lui et qui va perdre. Donc voilà, ça c'est ma vision des choses. Puis après, ceux qui sont bons, bien sûr, moi je suis pour les accompagner. Puis à un moment donné, il faut aussi connaître ta limite personnelle et la limite de ton club, de ta structure. Tu vois, le haut niveau, c'est un judo à part. C'est la référence. Moi, vraiment, je sais pas ce qui m'intéresse le plus. Je pense qu'amener des judokas bien formés et puis après les alimenter, c'est la bonne démarche. Et puis après, il y a tous ceux qui vont pas dans le haut niveau qui m'intéressent. Tous les gens que tu rencontres qui disent « Ouais, j'ai fait du judo dans ma vie, ça m'a marqué. » tu vois. Sûr. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus que le haut niveau, c'est ce qu'on voit. Parce qu'aujourd'hui, il y a les médias, on voit que… Mais en réalité… Et la réussite d'un club et la réussite surtout d'un prof, c'est ça en fait. Tu vois, moi j'ai eu un élève, enfin ça n'a pas été mon élève en fait. Vu que j'étais dans une entente de club, il y a des enfants, des gamins que je n'avais pas formés, mais que j'ai été amené à coacher, à accompagner en compétition, etc. Et j'ai eu un retour, enfin ça n'a pas été le seul, mais un retour qui m'a marqué d'un gars qui m'a recontacté peut-être 10 ans après et qui m'a dit « Mais Laurent, le judo, ma vie… » ce que je suis devenu, parce qu'il avait été dans une situation un petit peu difficile et puis familiale, etc., scolaire, et il m'a dit ce que je suis devenu, c'est grâce à toi, c'est grâce au judo, c'est ce que vous m'avez inculqué. Et ça, tu vois, ça me donne des frissons, ça, plus que, bon, bien sûr, quand tes élèves ils gagnent, t'es content, hein, mais à la fin, c'est pas ce qui va rester, quoi. Et moi, je me dis, voilà, je remercie les gens qui m'ont donné la passion du judo, parce que j'ai pas été un grand compétiteur. Mes amis viennent du judo, mon réseau professionnel vient du judo, le fait que je sois arrivé au Maroc, ça vient du judo. Ici, via le club, je rencontre des gens, je me fais des amis encore maintenant, tu vois. Donc voilà, le plus important pour moi, c'est vraiment ça. Et je veux pas qu'à un moment donné, il y en ait qui aient des élèves, tu les perdes, tu rates ça, tu leur rates cette opportunité finalement, parce que tout de suite, tu es parti sur la compète et c'était trop dur, il s'est retrouvé en situation d'échec et l'année d'après, tu sais qu'il est parti faire une autre activité, quoi. Non, faut essayer de les garder, de les intéresser, le virus, de bien le mettre sous la peau. Et moi, c'est ce que j'ai reproché beaucoup dans le judo français. Toujours, ça existe toujours, mais je sais que maintenant, il y a des gens qui je pense, réfléchissent plus et vont essayer de corriger le tir, mais on a mis des pôles espoirs partout, on a déshabillé les clubs, des meilleurs éléments, donc en minime cadet, tes meilleurs éléments du tapis, ils partaient, donc tu les retirais du club, et donc ceux qui étaient tes leaders dans un groupe, ils partaient. Donc tu cassais un petit peu, tes groupes, quoi, tu vois. Et ça a été dommageable parce que en répercussion de ça, les cours adultes, ils se sont affaiblis et c'est tout un réservoir de gens passionnés qu'on a perdu. Et moi, je connais plein d'exemples de jeunes qui sont partis dans les pôles espoirs, qui ont arrêté le judo, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés en situation d'échec. T'es pas bon en compète, c'est pas toi qui vas être le champion olympique. Et c'est fini, ils arrêtent le judo. Ça, c'était nos réserves de profs, c'était nos réserves d'arbitres, c'était nos réserves de bénévoles. On les a flingués, quoi. Oui, parce qu'à l'origine, s'ils partent en pôle, c'est justement parce qu'ils sont dans les plus motivés et qui sont pas mal. Mais c'est vrai que c'est dur de se dire que leur arrivée en pôle se traduit dans bien des cas. Donc sacrifier comme ça, vouloir aller très vite sur la compétition et tout organiser là-dessus. Attention, moi je dis attention. Faisons vivre des clubs, ayons des beaux effectifs. Et puis voilà, ce réservoir de judoka, on en a besoin, quoi. Complètement. Voilà. Et là, et même dans la société aussi, je veux dire, les gens, enfin, bien sûr, comme dans tout, il y a des brebis galeuses, mais les gens qui ont fait des judos, c'est quand même des gens qui généralement, professionnellement, réussissent, sont appréciés, sont intégrés socialement. Donc, oublions pas tout ça, quoi. Complètement. Et là, tout ce que tu développes ici, du coup, tu gardes des liens avec la France, je sais pas, les clubs où tu as enseigné, parce que c'est super intéressant, est-ce que tu… Oui, moi je suis en lien avec plein de judokas, hein. Mes amis sont dans le judo, sur les réseaux sociaux, je peux pas m'empêcher d'intervenir quand il y a des débats, il y a des gens, des judokas que j'ai connus via les réseaux sociaux, comme toi un petit peu, comme d'autres, donc oui, moi
je suis toujours en contact avec le judo français par différentes portes. Il y a aussi parfois des gens qui viennent ici au club, qui font partie du judo français, des profs, des entraîneurs, etc. Donc j'ai l'occasion de quand même d'échanger régulièrement. Après, là où je me suis coupé, c'est que j'ai plus l'occasion d'aller sur les championnats de France. D'accord. Et ça, c'est un vrai manque. Parce que c'était là où j'ai l'occasion de rencontrer certaines personnes que je vois pas souvent, d'échanger avec eux, et puis de voir aussi le judo. Enfin, moi j'aimais bien par exemple aller sur les championnats de France junior, parce que je trouve que je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas il y a quelques années ça restait un judo assez spontané. Sur les premières divisions par exemple, encore une fois je les ai pas vues ces dernières années, mais je me suis souvent ennuyé sur les premières divisions parce que les athlètes s'entraînent entre eux, ils se connaissent, c'est un petit peu tactique, il y a des enjeux, les meilleurs sont pas forcément à leur pic de forme, mais sur les juniors ils donnent tout quoi. C'est celui c'est celui, comme me disait quelqu'un il y a quelques temps là, c'est celui qui va mourir le premier sur le tapis qui va gagner quoi. Et c'est bien voilà, donc j'ai plus ce plaisir là, et puis cette occasion aussi de voir quels sont les clubs qui travaillent bien, quels sont les pôles qui travaillent bien, voilà. Ah, c'est intéressant. Et juste, c'est drôle parce que sur ces 2 dernières années, c'est le hasard, mais enfin j'ai été amenée à être dans l'organisation de plusieurs championnats d'Europe cadets et juniors. Oui. J'avais cette sensation que c'était un judo beaucoup plus spontané, rapide, avec plus de prise de risque aussi, qui est beaucoup moins de méfiance, avec des longues phases d'attente. Et donc de t'entendre dire ça, je me dis c'était pas qu'une impression, c'est quand même un judo assez. C'est vrai que c'est très agréable à voir. Voilà. Et notamment, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que je pense que la prise de risque, il faut pas la retirer trop tôt du judoka. C'est-à-dire que si un judoka en minime cadet, on commence à rétrécir son schéma et à enlever toute prise de risque, je crois pas que ce soit la bonne méthode. Au contraire, enlever cette prise de risque, on peut le faire quand on arrive, je pense, je ne suis pas un spécialiste du haut niveau, mais il me semble que c'est plus facile de l'enlever quand on est parmi les très bons et gommer ses erreurs que depuis l'âge de 15 ans avoir fait un judo restrictif. Donc dans la prise de risque, parfois tu te fais contrer, parfois ça ne marche pas. Mais voilà, c'est le judo, à un moment donné aussi. Bon, super. Donc là, tu mènes tout ça, au judo, cet énorme projet club, ton activité aussi professionnelle communication. Oui. Tes projets pour l'avenir? Alors mes projets dans le judo, je vais ouvrir, nous allons ouvrir, parce que je ne suis pas tout seul, je suis associé avec Hicham El Assoudi, qui est le président de la Ligue de Marrakech. Donc le club, c'est vraiment le résultat de nos efforts à tous les deux. Et donc là, on va ouvrir une 2e salle dans Marrakech. On aimerait à terme ouvrir peut-être encore d'autres petites salles sur Marrakech, parce que Marrakech, c'est une ville qui est assez étendue. Donc on voudrait s'implanter un petit peu dans le centre, un petit peu dans le nord, pour que les gens... Il y a des gens qui ne viennent pas ici parce que ça pose un problème par rapport au transport. Donc si on pouvait avoir des petits dojos. Et puis après, moi, je rêve un peu à voix haute, mais j'aimerais ouvrir le même type de club dans d'autres villes du Maroc. Alors, sur Casablanca, il y a déjà des clubs qui ont cette approche un petit peu, qui essayent de travailler sur la masse, d'avoir une pédagogie différenciée pour les tranches d'âge, etc. Donc voilà, mais après, il y a d'autres villes sur lesquelles ça n'existe pas, et moi, j'aimerais bien y aller, Ah, super. Bon, on te souhaite bonne route là-dessus, c'est super. Mille merci. Est-ce que tu as peut-être un petit mot de la fin ou... sur le sujet de la pédagogie, en fait, c'est mon sujet un petit peu intarissable. Mais ce que j'ai découvert qui était intéressant en fait dans la pédagogie, c'est que tu peux pas arriver avec une solution toute plaquée. Ce qui va marcher avec l'un ne va pas marcher avec l'autre, et il faut être tout le temps essayer d'observer les élèves. En fait, ta matière première, c'est eux. Moi, par exemple, ce que je fais pendant les cours, si je veux apprendre une technique ou mettre en place une situation, j'essaye de ne pas trop donner d'informations au début. Je regarde comment ils réagissent. Et à un moment donné, je fais un petit stop, mais stop de 10 secondes ou 30 secondes. Je redonne une information parce que j'en ai vu 3-4 qui ont mal compris la consigne ou qui le font d'une certaine manière. Puis après, si tu vois que ça ne marche pas, t'arrêtes. Si sur un groupe de 20 gamins, tu as 8 couples qui n'y arrivent pas,
au bout de 5-10 minutes, c'est toi, tu t'es trompé. C'est pas grave, ça fait partie de l'enseignement, mais il faut essayer tout le temps de mettre en place des nouvelles situations, d'inventer. Tu vois, ça, c'est important. Des fois, ça marche pas. Puis des fois, tu dis, ouais, tiens, ça a bien marché. Tu réessayes avec un autre groupe, ça marche pas aussi bien. Donc, tu vois, faut être à l'écoute. Puis des fois, quand tu fais un truc et que tu vois que tout de suite, ils y arrivent bien, pas la peine de leur faire trop longtemps. Rajoute une difficulté tout de suite, tu vois. Donc, quand tu arrives sur le tapis, il faut avoir des thèmes, il faut avoir une vision un petit peu globale. Enfin, je dis, tu dois, je parle pour moi, en fait. Voilà. Mais j'espère que peut-être il y a des gens que ça va intéresser ou ça va leur renvoyer à leur propre réflexion. Mais tu arrives avec un thème et puis après, il faut regarder, il faut être attentif au feedback. Et le feedback, des fois, c'est leur capacité déjà, en fonction de l'âge, en fonction de leur niveau. Et puis des fois, c'est l'état émotionnel d'un groupe ou l'état de fatigue. Des fois, tu sais, comme on dit, des fois on dit en France, ils sont trop excités, la neige arrive. Mais c'est vrai, tu sais pas pourquoi, il y a des jours, les enfants, ils sont hyper réceptifs et tu vas pouvoir leur donner plein de détails et voilà. Et puis d'autres jours où ils le sont moins, ils ont besoin de se défouler, sois attentif à ça, tu vois. Donc, tes thèmes, tu les prépares à l'année? Ouais. Okay. Et tu sais, donc ça veut dire qu'en début d'année, tu sais pour toutes les catégories d'âge quels vont être les thèmes, mais ça, tu gardes toujours ça ou chaque année, potentiellement… Non, l'idée, ça va être en fin d'année. Donc, moi, ce travail-là, je le faisais quand j'étais en France. Après, on est arrivé ici au Maroc, on a travaillé de manière un peu plus empirique, avec, je te dis, des tranches d'âge qui n'étaient pas forcément des tranches d'âge très restreintes. Et avec des enfants qui arrivaient en cours d'année aussi, tu vois, pas mal. Donc, c'est difficile d'avoir une vision globale de ta saison. Mais là, cette année, on a préparé avec Ralid, qui est le professeur avec qui je collabore, on a vraiment préparé les choses. Et puis, de temps en temps, le thème qu'on avait défini, on l'enrichit un petit peu. Et puis, on se dit déjà, attends, pour l'année prochaine, on va revoir un petit peu les choses. D'accord. Génial. Si, quand même, pour la fin, j'ai une petite question. Est-ce que tu as sur la pédagogie, qui est vraiment un domaine passionnant, là, puis je suis contente de t'en entendre parler autant, est-ce que tu as des livres, des ressources, des judokas desquels tu as appris ou tu t'inspires et qu'on pourrait aller voir ou pas? Ou est-ce que c'est que par la pratique que tu développes cette finesse de regard et de choix de pédagogie? Je crois que ça c'est… Alors, je pense que c'est plus sur le tapis. Puis maintenant, il y a YouTube aussi, les réseaux sociaux, où on voit pas mal de gens qui postent des vidéos intéressantes. On voit ce que font les autres et je trouve que ça, c'est bien, quoi. Il faut pas garder ces petits secrets de fabrique. On s'en fiche. Enfin, je veux dire. Et puis, moi aussi, ce que je crois, c'est que chaque enseignant, je le dis souvent, il faut pas chercher à imiter un autre enseignant. Chacun enseigne avec sa personnalité. Moi, par exemple, j'aime le judo avec de la bonne humeur, avec de la joie. Mais ça fonctionne avec moi. Et puis, il y en a d'autres qui vont fonctionner d'une manière différente. Je veux dire, c'est pas… Tu vois, mais par contre, de partager nos manières de faire, je vois sur Facebook un groupe qui s'appelle prof de judo 2.0. Alors voilà, les gens, ils postent leurs vidéos, des situations, etc. Des fois, ça te renvoie à des choses que tu fais toi. Puis tu dis, lui, il le fait comme ça, c'est bien, je vais essayer, tu vois. Ça te permet l'enseignement, c'est quelque chose de vivant, tu vois. Puis il faut se renouveler, donc c'est vrai que c'est pas mal. Il faut se renouveler, et puis, tu sais, quand tu arrives sur le tapis, que tu as des trucs nouveaux à faire, c'est bien aussi pour toi, ça te donne de la motivation. Et voilà, moi, je vais déborder un petit peu du sujet, mais à travers ces réseaux, à travers ce genre de vidéos que je vois, je sais qu'en France, il y a un gros réservoir de connaissances, de savoir-faire, et ce réservoir, il n'a pas été bien exploité. Alors, autant à la fois sur la pédagogie, moi c'est le sujet qui m'intéresse le plus, donc vraiment si on arrivait à faire quelque chose de cette mine d'or qu'on a, qui est, je pense, unique au judo français, vraiment ce serait très intéressant. Et même sur le point de vue de la technique, on a aussi des grands experts, et à un moment donné, ces gens, avant qu'ils disparaissent ou qu'ils soient plus en état physique de bien faire voir, il faut prendre tout leur patrimoine. Je veux dire, maintenant on peut filmer facilement,
Parce que apprendre des techniques dans un bouquin et les apprendre avec une vidéo, c'est pas la même chose. Hein. Je veux dire, les mots de la moi j'ai lu plein de bouquins de techniques de judo. C'est quand même très très compliqué de bien comprendre à travers un bouquin. Par contre, à travers les vidéos, donc cette chose-là, il faut que des gens le fassent, quoi. Ouais. Il faut aller voir tous nos gradés, les gens. Il y a des gens connus, il y a des gens moins connus qui sont reconnus comme des experts. Actuellement, je fais un petit clin d'œil. Je vois qu'il y a des gens qui se manifestent pour que Jean Pourchet, donc qui est un entraîneur connu, et son 6e dan. Moi, je trouve la démarche tout à fait intéressante, mais même si j'imagine que ce monsieur, a priori, vu son parcours de judoka, les honneurs et le 6e dan, c'est peut-être pas ce qui l'intéresse le plus, mais par contre, ne laissons pas passer son patrimoine. Faut aller en prendre la substance de ça, parce qu'à un moment donné, sinon, ça va disparaître. Et voilà. Et lui, il a formé des champions, il a fait aimer le judo, il a développé un gros club dans une petite ville. Donc tout ça, faut que des gens aillent le chercher, quoi. Voilà. Écoute, pour être très honnête, je fais une parenthèse, mais c'est vraiment le projet de Secret du Judoka. Voilà. À terme. Et bravo. Et je me dis, c'est fou parce que toi, quand tu as lancé le judo, tu es parti de ce truc où tu disais sur Internet, c'était très compliqué de trouver. Et moi qui suis 20 ans plus tard, où Internet est très fourni, je me dis, mais le marché, entre guillemets, de l'Internet judo, il est pas du tout exploité comme on pourrait. Et je vois dans d'autres domaines, j'appelle ça démocratiser l'excellence. Oui. Et là, nous, aujourd'hui, au judo, alors, il faut fouiller dans le gratuit, etc. Ouais. Mais je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais c'est exactement ça. Je me dis, on a des outils pour que tout ce savoir et cette expertise, que ce soit technique, compétition, etc., ne s'envole pas juste dans les airs, ou qu'on puisse en profiter juste une matinée de 3 heures parce qu'on est au bon endroit pour le stage ce jour-là. Exactement. Et c'est exactement ça qu'on a les outils pour. Donc, Voilà. Et je pense qu'à un moment donné aussi, il faut sortir d'une attente du tout fédéral. Enfin, je veux dire, c'est peut-être une caractéristique un petit peu française. On attend tout de l'État, on attend tout de la Fédé, mais on peut se retrousser les manches et faire des trucs. Hein. Par exemple, il y a eu des initiatives, des gens de leur propre initiative, ils sont partis faire des tours du monde des dojos, ils ont ramené de l'information, ils ont fait des bouquins, des vidéos. Ça, c'est intéressant, c'est enrichissant, ça va rester ça dans le patrimoine du judo français. Et voilà, il faut faire des initiatives comme ça et pas attendre que quelqu'un le fasse à notre place, quoi. Tu vois, moi, au judo, je me suis lancé là-dedans. Maintenant, c'est la base de résultats du judo français. Je suis content d'avoir fait ça, tu vois. C'est à la fin de ma vie, c'est un truc qui restera, puis ça restera. Enfin, je ne sais pas si ça aura un intérêt dans 10 ou 20 ans, mais en tout cas, peut-être, et ce sera là. Toi, c'est pareil, tu vois, tu accumules des témoignages, des trucs. Alors, au début, quand tu es dans le truc, tu ne vois pas forcément comment tu avances, mais après, quand tu as développé quelque chose, voilà, il faut le faire. Et je pense que les réseaux sociaux, c'est bien, mais par contre, ça disparaît, l'information, elle n'est pas structurée. Exactement. Donc, à un moment donné, voilà, les profs qui ont des idées, tout ça, allez, ou celui qui a été l'élève d'un prof qui est en fin de carrière, va le filmer, va faire un truc, diffuse-le, quoi. Maintenant, c'est facile, regarde, toi, tu filmes avec 2 téléphones. Tu peux trouver, si tu ne sais pas faire de montage, tu trouves quelqu'un qui va te faire un peu de montage pour pas cher. Et notre patrimoine, en fait. Et voilà, Et voilà, j'encourage tous les gens qui ont la possibilité de le faire à le faire, voilà. Et pourquoi pas après, ils font une vidéo, ils te l'envoient, toi tu mets ça sur ton YouTube, ça grossit, complètement. Voilà, c'est intéressant pour tout le monde. C'est un partage et puis qui montre, comme tu dis, le niveau de tout le monde, parce que c'est ce que tu disais par rapport aux profs, ça nous enrichit tous, donc on est tous gagnants, quoi. Bien sûr, Voilà. Écoute, génial, Laurent, mille merci. Avec grand plaisir. On va vous quitter parce que le dojo nous attend quand même. Ok, Les jeunes attendent. Mille merci pour tout. Avec grand plaisir. Et puis, bonne route. Merci beaucoup et puis bonne chance et longue vie à Secret de Judoka. Merci beaucoup. Voilà. Ok.